Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Je suis avec Shai, on était en direct sur Twitch comme tous les mardis soirs. Vous connaissez sans doute le rendez-vous maintenant, tous les mardis soirs sur Twitch à 23h. Et nous sommes là un poil plus tard que d'habitude pour un nouveau CQFR. Shai, il y avait plusieurs matchs, c'était la dernière journée du In-Season Tournament, la NBA Cup. Ouais. Ça a donné des séquences excitantes et bizarres, ça dépend, on reviendra là-dessus. Il y a eu, les joueurs n'ont pas forcément apprécié, mais moi j'ai plutôt kiffé, par exemple, l'intensité d'un match. En particulier, c'est celui entre les Kings et les Warriors. Mm. Ça s'est terminé par une victoire à l'arrache de Sacramento, 124-123. Pourquoi j'ai bien aimé, avant de te donner la parole, Sacramento a compté 24 points de retard, Ouais. mais vu que les Kings devaient perdre de 12 points, enfin de moins de 12 points, ils ont Mm. continué à se battre même en étant menés. Ça a Ouais. donné, voilà, il y avait de l'intensité. Après, c'est deux équipes qui jouent très vite. C'est des équipes sympas à regarder de manière générale, mais du coup, il y avait une intensité particulière. Les Kings n'ont pas arrêté. Les Warriors voulaient pas juste gagner, ils voulaient gagner de beaucoup, donc enfin gagner de plus de 12 ou plus. Et ça a donné donc un match que je trouve très intéressant, sauf qu'à la fin, le plus beau, c'est que Sacramento n'a pas juste perdu, mais Sacramento a réussi à revenir dans le match et à gagner grâce à deux exploits, même je dirais, de Malik Monk dans la dernière minute. Ouais. Dont ce Très très tir, clutch. dont ce tir en fadeaway bien compliqué qui rentre avec la planche après la perte Ouais. de balle de Draymond Green. Et ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le côté, sur l'intérêt que peut amener parfois en plus ce in-season tournament, c'est que alors parfois on a vu que ça pouvait agacer des joueurs qui comprenaient pas que lors des matchs déjà pliés, des équipes continuaient de laisser les titulaires ou essayer de marquer plus. Mais je pense que les gens vont s'habituer, les gens et les joueurs vont s'habituer, et ça donne aussi des trucs spectaculaires comme là cette nuit avec les Kings qui gagnent à l'arrache. Bon, moi j'avoue que j'ai plus retenu alors c'était cool, hein, mais j'ai plus retenu le fait que Golden State a été, je trouve, encore décevant. La fin de match avec les vétérans, Steve Kerr qui se force, il l'a avoué lui-même, à mettre les vétérans à la fin. C'était presque une décision politique, tu vois, de laisser, alors que tu avais Moody par exemple qui faisait un excellent Oui, match. c'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée parce que ça n'a pas bien fini. Et au final, ils perdent alors que Moody était très bon. Et là, moi, c'est vraiment le fait qu'il admette après le match, bah ouais. Et c'est dans la lignée de ce qu'on disait sur Klay Thompson hier. On en parlait hier, il me semble, hier soir, sur Klay Thompson qui s'offusquait de la possibilité de sortir du banc, que les vétérans avaient gagné le droit de garder leur place, hein, quasiment, ce qu'on comprend, mais. Et là, dans la foulée, direct le match suivant, Draymond Green qui revient de suspension, Clay qui est là, et Moody qui fait un très très bon match. Et au final, ils finissent avec les vétérans et ça se termine par une défaite. C'est un peu décevant. Et à la limite, comme point positif pour les Warriors, le réveil offensif, en tout cas, d'Andrew Wiggins, qui a bien failli, qu'ils a fait passer en tête dans la dernière minute de jeu, mais ça n'a pas suffi. Les Warriors ont quand même chuté à domicile. Je note quand même que les matchs entre les Kings et les Warriors, on s'ennuie jamais quand même. Hein. Ouais, et les Kings avaient besoin de gagner. Ils battent rarement Golden State. Là, ils avaient besoin de gagner. Ils sont allés chercher cette victoire. Vraiment, c'est une équipe très sympa. Sacramento, 29 points de Aaron Fox d'ailleurs, 21 points de Malik Monk. Sacha Vezenkov a mis des paniers importants Ouais, aussi. très bon Vezenkov. Il y a eu un moment où Vezenkov et Moses Moody ont enchaîné les paniers à 3 points. C'était très beau. Moses Moody, il a joué que 13 minutes. Ça fait depuis le début de la saison que Steve Kerr répète qu'il veut lui donner plus de temps de jeu. Faudrait, je pense. Il a vraiment été très intéressant. Il a mis 11 points en 13 minutes. Il n'a pas raté un tir. 4 sur 4, 3 sur 3 à 3 points, dont 2 de suite, et vraiment très en confiance. Je pense qu'il aurait pu. C'est marrant, dès le moment où il l'a sorti, je me suis dit, mais pourquoi il sort? Je me suis senti outré en tant que joueur. T'as le mec, il enchaîne 2-3 points, dont un step back à 3, il est bouillant, et tu le sors. Il aurait pu le laisser plus longtemps, je pense. Quitte à refaire rentrer Clay après, bien sûr, mais il restait 7 minutes dans le quatrième quart-temps. Il aurait pu le laisser un peu plus longtemps, Moses Moody. Wiggins, effectivement, tu l'as dit, a fait un bon match. Les Warriors sont plombés tout seuls. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Je pense que c'est 18 pertes de balles. Il y a vraiment plein de pertes de balles, à l'image de la perte de balle de Draymond Green sur la dernière action. Ouais. Stephen Curry prend un mauvais tir. Je sais que c'est Stephen Curry, mais honnêtement, Clay est tout seul tout seul à 45, et Curry prend un tir sur deux gars. Il avait le temps de faire la passe et de prendre un tir. Ouais, des mauvaises décisions. Je pense que ce match, ils l'avaient largement en main. Après, ils ont perdu Chris Paul sur blessure. Ils ont perdu Gary Payton 2 sur blessure. Encore une blessure pour Gary Payton, d'ailleurs. Mais
Voilà, les Warriors, c'est sur des petits détails. On sent qu'il y a un potentiel, mais là, vraiment, enfin. Il est dur ce début de saison, hein, franchement. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui clique, je trouve. Tu as toujours la constance de Curry, évidemment, au scoring, mais le reste, c'est un peu désordonné, quoi. Il y a eu des bons matchs de Chris Paul qui s'intégraient bien. Wiggins met beaucoup de temps à rentrer dans sa saison. Là, il a vraiment commencé, j'ai l'impression. Draymond avec la suspension. Ce que tu disais sur Moody est assez juste, je pense. Et Kerr a essayé de ménager un peu son poulain après en disant c'est un super soldat. Je crois qu'il l'a comparé à Kevin Looney, mais pour les postes extérieurs, en disant qu'il ferait une très très longue carrière en NBA parce que c'était un vrai soldat et tout. Bon, c'était un peu l'histoire de. C'était ses excuses déguisées, je pense, quand même. mais Ouais, je pense qu'il sait qu'il a mais fait une c'est pas bon. erreur. Moi, je trouve des décisions, je les qualifiais de politiques, c'est peut-être un peu fort, mais je sais pas si c'est très très bon pour les Warriors. Mais surtout, il n'était pas obligé de sortir. En fait, c'est pas forcément du poste pour poste, la rotation. Il aurait pu tout simplement jouer small ball avec Draymond Green en pivot, Wiggins. Après, il n'a pas osé parce qu'il y a Sabonis en face, mais Sabonis ne fait pas un très bon match. Enfin, Mm. il frôle le triple-double, mais il marque que 9 points. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Draymond Green est quand même un mec qui a déjà défendu sur des grands pivots. Il y avait la place pour jouer différemment. Je pense qu'il aurait dû laisser Moody plus longtemps, hein, sur le terrain. Et je pense qu'il faut qu'il lui trouve un peu plus de minutes, quitte à réduire soit un peu celle de Clay. La Clay, il joue 36 minutes, soit un peu celle de Wiggins, soit un peu celle de Looney, mais il y a de la place, il y a du temps à trouver. C'est peut-être Kuminga d'ailleurs qui en fera les frais. Kuminga, il a joué que 10 minutes hier soir. Il n'a pas mis un panier. Après, moi, je trouve quand même, je le répète, mais je trouve que le début de saison des Warriors, euh, il n'est pas mauvais en fait. Le bilan pourrait laisser penser qu'il est mauvais, surtout que c'est une grosse équipe. Mais tu prends une petite équipe qui joue exactement de la même manière et qui finit avec ce bilan, et il y aurait plutôt des signaux positifs en fait. C'est le traitement Warriors fait que, comme tu l'as dit, il n'y a pas toujours tout qui a cliqué en même temps. Il y a quand même des petits soucis, notamment Wiggins. Alors là, il sort un match à 29 points, mais avant ça, il y a quand même eu. D'ailleurs, il y a une rumeur qui tourne, une info qui sort. C'est plutôt une rumeur comme quoi les Warriors seraient particulièrement agacés par l'état de la condition physique de Wiggins voilà, et le fait qu'il ne se soit pas remis en forme après ces 2 mois d'absence, qu'il n'est toujours pas fait pendant l'été. Bon, là, il sort quand même un gros match, c'est une manière de répondre. Mais je trouve que les Warriors, quand même, dans l'ensemble, jouent plutôt bien. Bon, là, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et je pense qu'à pleine puissance, quand ils seront à pleine puissance, ça sera quand même une équipe potentiellement vraiment intéressante. Je Je reste comprends, hein, très positif sur eux quand même. c'est juste qu'ils sont soumis à des standards qu'ils ont eux-mêmes créés. On est obligé d'être C'est sûr. hyper exigeant parce que c'est les Warriors, quoi. C'est ça le truc. Donc, qui monte en puissance en cours de saison, ça fait aucun doute, mais je redis encore une fois que l'Ouest est compétitif, qu'ils prennent un petit peu de retard pour le moment. Ça empêche pas après de faire une bonne campagne de playoff, hein, mais tu perds des forces, hein, si t'es pas bien classé. Bon, en tout cas, moi j'attends plus. Je suis un peu forcément, je suis exigeant avec eux. Je m'attendais en tout cas à les voir plus près parce que il n'y a pas tant de paramètres différents que ça par rapport aux autres saisons. J'intègre Chris Paul, ok, c'est le reste, c'est des mecs qui se connaissent parfaitement avec un coach qui les connaît par cœur, un style de jeu qui est établi. Donc voilà. Je dis pas du tout qu'ils vont pas que leur saison va être ratée, hein. Je considère comme toi que c'est des contenders et que ça va venir. Je l'espère en tout cas, mais c'est juste que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Non, mais par contre, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si tu te mets à devoir courir derrière ta place en playoff, si tu prends trop de retard, tu vas devoir jouer chaque match avec une certaine pression et un certain sentiment d'urgence. Et quand tu as des mecs quand même âgés, avec un historique de blessures, c'est un coup à effectivement laisser beaucoup de plumes et beaucoup de force pendant la saison régulière, et notamment des trucs que tu n'es pas censé devoir, tu vois, des matchs que tu n'es pas censé devoir prendre autant la tête. Donc là, sur ça, c'est vrai que je te rejoins tout à fait. Tu ne peux pas non plus te permettre de prendre trop de retard dans la course au playoff. On peut enchaîner avec une situation un peu plus loufoque. Ça s'est passé à Boston. Donc, il y a eu une victoire éclatante des Celtics contre les Bulls, 124-97. Les Celtics devaient gagner de 23 points. On en parlait hier dans la late, justement. Ouais. Ils l'ont fait. Ils ont gagné de 27. Ils ont même, ce qui était la situation dont je parle, il y a eu un moment où les Celtics à plus 32 sont mis à faire du hack Drummond, à faire des fautes volontairement sur André Drummond à plus 32. Il y avait encore les titulaires des Celtics
où Jason Tatum a joué toute la fin de match, Ouais. alors que les Bulls avaient déjà plié l'affaire et jeté l'éponge, et ils se sont mis donc à faire du hack Drummond pour être sûr de garder leur avantage. Il y a quand même 32 points d'écart, ils jouaient contre les remplaçants, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu les situations loufoques dont je parlais en intro, c'est qu'il y a des équipes, comme tu le disais, qui ont fait jouer leurs titulaires tout du long, les Cavaliers aussi, par exemple. Mais bon, victoire éclatante des Celtics, 30 points de Jalen Brown, 21 points de Jason Tatum. Ouais. C'est pas très pro load management, c'est sûr. L'inclusion de ce tournoi et ce que ça entraîne, forcément, ils ont pas reposé certains joueurs cadres. Après, c'est que au final, quand tu regardes, c'est peu de matchs dans la saison. Et après, là, c'est des matchs à élimination directe, donc c'est pas. Moi, je considère que c'est pas un problème, mais on s'habituera à ces situations où sur un match ou deux, le point average, enfin le goal average, moi j'ai l'habitude du foot, mais la différence de points au scoring va compter, donc ça va être sur quelques matchs. Je pense pas que ce soit problématique. Je pense pas qu'on va avoir toute la saison là où il devait y avoir du garbage time. On va pas se mettre à voir subitement les joueurs stars jouer plus. Ça j'y crois pas trop. Et les Celtics qui battent leur record à 3 points sur la saison, ils n'avaient pas marqué autant de paniers à 3 points depuis le début, 21. Ouais. Et Chicago qui continue de glisser gentiment, tristement, de façon bien fade et morbide, comme on le disait hier. Alors, c'est les Celtics, hein, c'est les Bulls, pardon, donc on leur souhaite de redresser la barre, mais que c'est triste. 5e défaite de suite pour Chicago, 1 sur 9 au tir, 2 points pour Zach LaVine. Les Celtics, du coup, qui devancent Orlando et Brooklyn, c'est les 3 équipes dans leur pool ont fini à égalité avec 3 victoires et 1 défaite. Brooklyn avait fait le taf en battant Toronto 115-103. Bon, ça suffira pas. Le point average, comme tu l'as dit, est à l'avantage de Boston. Mais bon, voilà, Brooklyn allait chercher une victoire contre Toronto. C'était pas forcément le match le plus excitant de la nuit. Non. Je sais pas si tu veux dire un mot. Il n'y aurait pas grand-chose à signaler, ouais. Il y a autre situation donc, où les titulaires sont restés parce que Cleveland, pour essayer d'arracher la place de meilleur deuxième, avait besoin de mettre une cartouche à Atlanta. Ouais. D'ailleurs, je me demande si les Hawks, ils n'ont pas oublié que ça comptait aussi pour la saison régulière quand même. Les Hawks étaient déjà éliminés et ils ne sont pas pointés en fait contre les Cavaliers. Voilà, après, bon, il y a Jalen Johnson qui est absent, mais les Hawks ont perdu 128-105 contre les Cavaliers. 40 points de Donovan Mitchell. Gros match de Donovan Mitchell. Il a bien réagi après avoir été cata sur les 2 derniers matchs. Ouais, il était sur je l'avais noté 8 sur 35. 8 sur 35. Et on avait beaucoup parlé du fait que Cleveland jouait presque mieux sans lui. Les derniers matchs où il était là, j'avais détesté la manière dont il avait joué dans le Money Time, alors que la solution passait par un peu d'alternance et tout le monde scorait. Il s'était mis à bouffer le ballon et à rater 2-3 shoots. Là, voilà, il est capable de faire ça, on le sait. Hein. Il est capable de mettre 40 points dans un match. T'as raison, les Hawks, ils avaient l'air franchement désengagés. Ça va un peu avec leur irrégularité de cette saison où on ne sait jamais trop ce qu'on. Offensivement, ils sont toujours plus ou moins là. Trae Young, même quand il rate beaucoup de tirs, en général, il arrive à avoir un impact sur le match. Là, ils avaient l'air d'être un peu désengagés, on va dire. Victoire des Bucks contre le Heat, c'était une des affiches de la nuit. Alors, il manquait Jimmy Butler à Miami, victoire 131-124. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le 3e match de suite où Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo passent tous les deux la barre des 30 points. Ça fait 3 matchs de suite qu'à eux deux, ils compilent à chaque fois plus de 60 points, tous les deux au-dessus des 30 points. Là, c'était 33 pour Antetokounmpo qui a été très efficace, 11 sur 16 au tir et 10 sur 13 au lancer. 32 points, 9 passes pour Damian Lillard. Il y a quand même une complicité qui se dessine vraiment. Voilà, on en a parlé plusieurs fois. On se disait, voilà, ça va finir quand même par venir entre les deux. Et là, effectivement, et puis Milwaukee qui carbure plutôt bien. 13 victoires en 18 matchs. Là, les deux marquent près de la moitié des points de l'équipe. Alors, Miami, même sans Butler, c'est un pléonasme, s'est battu et a copieusement emmerdé Milwaukee. Hein. Miami menait au début du 4e, si je ne dis pas de bêtises, il avait encore 3-4 points d'avance. Et après, il y a eu un run 16-6 des Bucks pour finir le match. C'est ça. Et effectivement, Giannis et Lillard continuent de peaufiner leur entente et ils ont encore du temps pour ça, ce qui est très bien. Et les Bucks, bilan de 4-0 là sur les matchs là pour le coup, eux ils prennent les matchs plutôt au sérieux a priori quand c'est de la NBA Cup et c'est bien, ça leur fait un match supplémentaire sur lequel ils vont pouvoir travailler ensemble. Ils vont jouer contre les Knicks si je dis pas de bêtises. On pourra rappeler le tableau, je pense, du coup des quarts de finale ou de l'Elite 8. Les Américains ils appellent ça l'Elite 8, mais
Mais ouais, non, les Bucks bien, propre. Ouais, d'ailleurs, il y a eu 14 points de Rémi Raquez avec 6 passes aussi en sortie de banc. C'est vrai que le hit a. Rémi, pardon. Rémi, J'ai appelé Rémi Rémi Jacquet. Raquez. C'est Rémi Jacquet, en fait, tout simplement. Rémi Jacquet. Rémi Jacquet. Donc Rémi Jacquet qui nous vient de la Creuse. Il a mis 14 points et 6 passes. Ça fait plus nom de joueur de Pro B, Rémi Jacquet, quand même, que Rémi Raquet. Mais ouais, non, j'arrête. J'ai trop loin. Ouais, dans le rookie qui fait une bonne entrée, mais et juste pour les Bucks, il y a blessure de Connaughton. Pareil, lui non plus, j'arrive pas à dire son nom correctement. Et Middleton est revenu, il a mis 17 points en 23 minutes. Ouais. Pour le coup, bonne nouvelle encore, 17 points, 8 rebonds. Hein. Il fait des bonnes prestations quand il est à Middleton. Il faut vraiment juste qu'il puisse enchaîner les matchs. Tu as raison, les Bucks joueront les Knicks, parce que les Knicks sont finis meilleurs deuxième à l'Est. Les Knicks avaient presque la chance, j'ai envie de dire, de jouer les Hornets sur leur dernier match. Il fallait marquer le plus de points possible. Ils ont gagné 115-91 contre une équipe privée de la Melo Ball. Qui était complètement à l'ouest. Le rookie Brandon Miller a fini meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Pour les Knicks, il y a eu 25 points et 20 rebonds de Julius Randle. Ouais. Et 5 passes. On oublie souvent son playmaking. Tu sais que je défends souvent Julius Randle quand il est sous le feu des critiques, même si parfois il le mérite. Mais c'est un joueur quand même qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Parfois, le cerveau se déconnecte, mais voilà, 25 points, 20 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Certes, contre une équipe de Charlotte, effectivement, comme tu l'as dit, faible et privé de son meneur titulaire. D'ailleurs, je pensais peut-être qu'on verrait un peu plus Théo Malédon, mais il a joué 5 minutes. Voilà, ouais, les Knicks qualifiés et qui joueront contre les Bucks. Il y avait une grosse affiche à l'ouest. C'était le premier contre le deuxième. Victoire des Timberwolves contre le Thunder 106-103. Et c'est un match où Rudy Gobert a été, excellent. Je trouve, le principal artisan de ce succès. 17 points, 16 rebonds, 4 contre. Il a limité Chet Holmgren à 6 sur 20 au tir. Holmgren qui finit quand même à 16 points, 8 rebonds, 6 passes, mais qui est moins efficace que d'habitude. Voilà. Et victoire des Timberwolves qui renforcent leur première place. J'ai regardé quasiment tout le match, Rudy. J'ai l'impression depuis le début de la saison que les gens doivent se dire que, je sais pas, j'ai été payé pour j'allais dire le réhabiliter, c'est pas le terme, mais à chaque fois que je regarde un match de Minnesota, je le trouve incroyable. Je le trouve toujours un peu plus lancé sur une voie de 4e titre de défenseur de l'année. Là, il y a une séquence ou deux où défensivement, même si ça compte pas statistiquement, il fait des trucs complètement dingues, je trouve. Où il interdit totalement l'accès au cercle. Tu vois, quand tu ne regardes que lui sur la séquence, tu vois à quel point tous ses choix sont bons et à quel point il oblige l'équipe adverse à s'adapter et puis au final à rater un tir compliqué et que Rudy fait 17 points, 16 rebonds, 4 contre. Donc sur les stats, il est là. Et même juste pas que sur les stats, il est juste très très fort. Il a une énorme activité et présence physique. Totalement. Il continue d'être sur cette lancée-là. Minnesota continue. Là, c'était un de leurs poursuivants au KC derrière, sur la meute qui les poursuit pour l'instant. Donc battre cette équipe-là, c'est pas anodin. En plus, avec Anthony Edwards qui fait pas la fin de match parce qu'il s'est mangé une gamelle gigantesque en essayant de dunker. Il est retombé sur la hanche et il est sorti sur blessure. Apparemment, c'est pas très sérieux, mais et Troy Brown Jr., bel apport aussi. Un joueur forcément, c'est pas celui qu'on a vu le plus contribuer cette saison, mais 17 points là. Et Minnesota, toujours bien, toujours intéressant à regarder. Et voilà, j'avais envie de mettre encore en lumière Rudy parce que il est absolument irréprochable depuis le début de la saison et c'est un euphémisme. Il est même, pour moi, Defensive Player of the Year prématuré si on s'arrêtait là aujourd'hui. Et pourvu que ça dure. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le trophée. Je pense que ça serait le sien si ça s'arrêtait tout de suite. Et ce serait historique. Enfin voilà, un 4e titre, c'est. Là, après, je sais que, surtout aux États-Unis, les gens se demandent est-ce que c'est un Hall of Famer, parce que voilà, on sait que c'est un joueur clivant pour toutes les raisons qu'on sait. Et là, je pense qu'avec un 4e titre de meilleur défenseur de l'année, tu peux plus trop blaguer avec ça, quoi. Je pense que là, c'est un ticket automatique pour moi, je pense. Mais bon. Je pense que c'est un All-Star cette saison. Oui. Surtout si Minnesota est aussi bien classé, ça me paraît inévitable. On passe au dernier match de la soirée, c'était celui entre les Mavericks et les Rockets. Les Mavericks qui ont joué un vilain tour aux Rockets, c'est-à-dire que les Rockets auraient pu se qualifier en cas de victoire, mais les Mavericks ont renversé la vapeur dans le dernier quart-temps pour l'emporter 121-115 avec 41 points, 9 rebonds, 9 passes de Luka Doncic, 27 points de Kyrie, dont 22 en deuxième mi-temps.
Et du coup, une victoire voilà, pour Dallas dans le derby. Dallas qui est toujours sur le podium, alors égalité avec Phoenix, mais de la conférence Ouest, pas loin de la 2e place. Et puis une grosse perf pour Luka Doncic. Ouais, et puis je sais que je suis souvent dur avec Kyrie, mais pas depuis le début de la saison. Hein, vous l'aurez remarqué, sportivement, il est excellent. Et là encore, sa 2e mi-temps, elle est très précieuse. Elle est très précieuse. On voit beaucoup Luka parce qu'il passe encore à côté pas loin d'un triple-double et qui dépasse les 40 points, mais Kyrie a fait un super match aussi, super 2e mi-temps. Et je crois que pour Luka, c'est encore un triple-double et il rejoint déjà Larry Bird au classement à la 9e place du classement all-time des triple-doubles. Ça fait flipper à quel point il est en avance. Ça reste un joueur qui est théoriquement, mathématiquement pas encore dans son prime, mais voilà, c'est pour montrer à quel point il est exceptionnel. Allez, je donne les affiches des quarts de finale et on va s'arrêter là. Donc la NBA Cup, les prochains matchs, ce sera 4 et 5 décembre, les quarts. On aura Milwaukee, tête de série numéro 1 à l'Est, qui jouera New York, 4e. Indiana, Boston. Vous retenez les équipes. Sympa. Je vais vous demander un petit favori. Ouais. Le Indiana-Boston, ouais, il est plutôt cool. Ouais. À l'Ouest, on aura un Los Angeles contre Phoenix. Les Lakers, je n'ai pas précisé, mais ce sera les Lakers. Les Lakers sont tête de série numéro 1 à l'Ouest. C'est la seule équipe qui a fini invaincue à l'Ouest sur les matchs de poule. Donc, il y aura un Los Angeles-Phoenix et un Sacramento-New Orleans. Sacramento qui va recevoir. Shai, je vais te demander un petit prono sur quelle équipe va gagner la NBA Cup. C'est du match à élimination directe, mais je sais pas. J'aime bien ta théorie. On en a discuté ce matin que c'est une équipe. L'équipe qui gagnera, c'est pas l'équipe qu'on verra à la fin brandir le trophée. Je pense le titre NBA classique. Hein. Là, en voyant comme ça, je vois bien peut-être une équipe comme Sacramento. Tu vois, je pense pas que ce sera une des équipes. Je vois pas Boston ou Milwaukee gagner. Moi, je mettrais Sacramento comme ça. Je sais pas, je les sens. Tu sais, c'est les matchs de coupe. C'est comme des matchs de coupe. C'est une équipe de coupe Sacramento. À domicile. Enfin, si je joue là, ils vont jouer à domicile contre les Pelicans parce qu'ils ont leur classement est plus favorable. Donc, ouais, si je mets une petite pièce, c'est plus sur Sacramento. Ouais. Et moi, je vais tenter Phoenix, mais il faudrait qu'il y ait au moins Kevin Durant quand même qui revienne à un moment. Mais je vais tenter Phoenix. Je pense que justement sur des matchs à élimination directe, c'est pour eux. Tu peux y aller au talent, complètement, là, pour le coup. Ah, c'est vrai, t'as raison. Je vais tenter Phoenix. Je ne les vois pas champions NBA, mais ça serait marrant qu'ils gagnent la NBA Cup. Ouais. Juste un petit mot, je pense, sur une info qu'il faudrait évoquer rapidement, parce qu'on parlait des Mavs. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas toi, mais ça m'a totalement surpris la vente des parts majoritaires de Mark Cuban. Parce qu'on sait souvent quand il y a une équipe qui est en mise en vente ou qui est disponible pour Charlotte avec Jordan, on savait que ça allait arriver. Et généralement, on sait quand un proprio veut se désengager. Alors là c'est un cas très particulier parce que Mark Cuban vend la plupart de ses parts. Donc pour 3,5 milliards de dollars, la bascule est folle. Je crois qu'il a acheté à l'époque 250 millions. Donc je vous laisse faire le calcul. Hein. C'est assez fou. Et du coup, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se désengage pas des Mavs parce que donc il reste actionnaire minoritaire. Il reste gouverneur et à la tête des opérations basket aussi. J'ai limite l'impression qu'il passe de proprio à GM un peu. T'as l'impression qu'il va garder, il est dit en tout cas qu'il va garder la main sur la franchise. Mais ça implique plein de choses. Bon, déjà, la nouvelle propriétaire, c'est avis très personnel. On gagne pas au change sur le plan sociétal, conservatisme et tout. Vous verrez, on en reparlera plus tard, je pense, mais c'est quelqu'un d'assez particulier. Et surtout, moi, je me pose des questions sur Cuban, sur ses projets personnels, parce que on avait déjà évoqué. Allez, dis-le. Lui, il avait déjà évoqué il y a quelques années, mais moi, je serais pas étonné de le voir se présenter pour l'élection l'année prochaine, même si ça paraît tôt. T'as une somme, t'as 3,5 milliards de dollars qui viennent de tomber comme ça. Il était déjà relativement riche. Hein. Pour financer une campagne, c'est pas mal. Donc, je serais pas du tout surpris en me basant sur ce qu'il a dit par le passé, qu'on voit Cuban tenter le coup. Et dans tous les cas, il reste a priori impliqué chez les Mavs, au moins sur le plan sportif. Et on aurait fait la même chose. Au moins jusqu'à la fin de cette saison. Voilà. Mais puis bon, à sa place, tu peux récupérer 3,5 milliards en ayant acheté ta franchise. 285 millions, là j'ai le chiffre, en l'an 2000. Mais ça peut impliquer plein de choses parce que c'est quand même le mec qui est à la barre depuis des années. C'est avec lui qu'ils ont eu le titre. C'est quelqu'un de très. Il y a des propriétaires très dégagés, désengagés. Lui, c'est pas le cas. Il est omniprésent
on dirait presque un président des opérations basket ou un GM, tellement il est omniprésent. Donc voilà, je suis curieux de ça. Moi, je m'attendais pas à ça. Et je suis curieux de voir ce que ça implique pour les Mavs à court et à moyen terme. Je vais aller complètement dans ton sens. Les Mavericks, c'est son bébé et la seule raison pour laquelle il aurait pu lâcher son bébé, c'est pour un projet encore plus grand. Et je pense que Mark Cuban, il va essayer de devenir président des États-Unis, tout simplement. Après, il avait peut-être besoin de 3,5 milliards de dollars. Il s'est dit, bon, je suis un peu short en ce moment. 3,5 milliards, écoute, c'est Je sympathique. suis sûr qu'il a plein d'autres entreprises à vendre avant les Mavs si Ah, bien vraiment sûr. c'était juste de la thune. Non, je pense qu'il y a un gros projet qui arrive. Le timing, on est à 1 an des élections. Il peut rester au contrôle jusqu'à la fin de la saison et après rentrer pleinement en campagne. Mm. À mon avis, il va tenter sa chance. Bon, en tout cas, on suivra ça, on verra. Mais tu as raison, tu as très bien vu, Chat. Il fallait le noter, c'est quand même une info importante. Voir, c'est l'info la plus importante au final du jour, en dehors des matchs. Mm. Donc voilà, donc nous, on va se laisser là-dessus. Hein. On fera un nouveau CQFR demain. N'hésitez pas, n'oubliez pas, vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, si vous avez des questions sur la NBA, on en choisira quelques-unes et on y répondra lors d'un 6e CQFR qui sera posté le samedi matin. Bah écoutez, bonne journée à tous. Ciao, Bonne ciao. journée, ciao.